Suite de notre série de dossiers sur l'an du président Ibeka. Ce soir, nous verrons avec vous les actes posés dans le secteur de l'emploi. Et dans le magazine culturel, nous irons à Kita, dans le village de Tibissa, à la rencontre d'une histoire de nouvelle mariée récalcitrante qui fut transformée en colline par les esprits. Et puis le sport, éliminatoire Cannes 2015 au Maroc, première sortie réussie pour les Aigles du Mali qui gagnent 2-0 face au Malawi et s'installent du coup à la tête du groupe B. Bravo aux Aigles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité ce soir, le président de la République qui a quitté Bamako cet après-midi pour la Chine, le chef de l'État, prendra part au Forum économique mondial de nouveaux champions édition 2014. Une rencontre prévue du 10 au 12 septembre prochain. Et pour ce déplacement, le président de la République est accompagné par plusieurs hommes d'affaires. Ibrahim Boubacar Keïta est le seul chef d'État africain invité à ce rendez-vous. Comme vous le voyez sur ces images, le président de la République a été salué à l'aéroport international de Bamako-Sénou par plusieurs membres du gouvernement et les présidents de certaines institutions de la République. Le président de la République qui a donc quitté Bamako cet après-midi pour la Chine. Notre équipe de reportage qui accompagne le Premier ministre dans sa visite des zones agricoles en 4e région nous indique que Moussa Mara était hier à Béouani sur une parcelle de culture de canne à sucre, mais aussi à l'usine Nsukala avant de se rendre dans le champ d'un paysan pilote à Minimana. Reportage d'Ougou Fana Traoré. Cette deuxième journée en zone office du Niger du Premier ministre a commencé par la visite de courtoisie aux notabilités à Béouani. Ici, Moussa Mara a tout d'abord transmis les messages de félicitations et d'encouragement du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avant de leur demander de faire des bénédictions pour la prospérité du Mali. Juste après, nous voici dans une parcelle de culture de canne à sucre. Là, l'arrosage des jeunes plants s'est fait avec des pivots, une méthode que l'Office du Niger veut vulgariser actuellement pour diminuer les pertes en eau. Présentement, l'Office a privilégié les systèmes d'irrigation par aspersion et goutte à goutte pour les grands exploitants. C'est dans le souci d'économiser de l'eau et partager l'eau de façon équitable. Moussa Mara a ensuite visité l'usine du nouveau complexe sucrier du Kala supérieur Nsukala. Fleuron de la coopération sino-malienne, cette usine prévoit une production annuelle de 100 000 tonnes de sucre. Elle va générer plus de 10 000 emplois, dont des saisonniers. L'usine a une capacité de 105 000 tonnes de sucre par an, 9 600 000 litres d'alcool par an. Et présentement, nous exploitons 5 000 hectares de canne à sucre. Et nous employons plus de 3 000 agents, tout confondu. La consommation nationale étant estimée à 200 000 tonnes, présentement, nous avons pu mettre à la disposition des commerçants 22 000 tonnes. Le Mali voudrait ressentir plus de retombées de Nsukala sur son économie, sur son stock de sécurité sucrier, sur le plan des aménagements de terres et sur le plan social. Aujourd'hui, je pense qu'au sortir de cette visite de Nsukala, il y a une nouvelle usine, il y a une grande capacité de production en termes de sucre, en termes d'alcool et d'autres produits dérivés. On ne peut qu'être satisfait de ce qui a été réalisé. Satisfait parce que vous avez plusieurs milliers de jeunes de la contrée qui, en période de campagne, sont employés par cette structure. Et il semble que sa capacité maximale soit même de plus de 20 000 emplois à créer. Nous avons aussi une structure qui est en mesure de répondre à la moitié de demande de sucre de notre pays. Aujourd'hui, ils fournissent à peu près 10% du sucre consommé au Mali, ce qui n'est pas rien. Mais en même temps, il y a des contraintes qu'il ne faut pas se cacher et qui sont en mesure de limiter un peu l'évolution de cette structure. Je pense que la première contrainte, c'est ce que nous venons de voir, près de 16 000 tonnes de sucre entreposées
dans un magasin alors que ces sucres ont été achetés selon un processus d'achat jumelé que l'État a mis en œuvre depuis plusieurs années, permettant au sucre national d'être acheté par nos opérateurs économiques parallèlement au sucre importé. La seconde contrainte, c'est l'exploitation des terres. Nous savons ici que les terres qui sont mises à disposition de cette unité industrielle ne sont pas utilisées en totalité au motif de distance ou d'autres motifs. Donc là aussi, nous interpellons fortement l'usine et les responsables qui sont à la tête de cette usine pour mettre en valeur ces terres. Avant de quitter Béouané, le chef de gouvernement et sa délégation se sont rendus dans le champ du paysan pilote Djabé Kone à Minimana. Moussa Mara a salué les efforts fournis par ses producteurs et lui a demandé de persévérer dans l'effort. Heureuses les populations de Nyono qui ont désormais un pôle de centralisation d'échalotes. Ce pôle sert à améliorer la conservation des produits périssables en vue de l'augmentation des revenus des populations et de la sécurité alimentaire d'une valeur de plus de 904 millions de francs CFA. Il a été inauguré par le chef du gouvernement. C'était au cours de son séjour dans la zone Office du Niger. Un reportage de notre envoyé spécial Tchemoko Sagara. Ce pôle de centralisation d'échalotes, ainsi inauguré par le chef du gouvernement Moussa Mara, est bâti sur 1,2 hectare. Il comprend une aire de réception d'une capacité de 300 tonnes, 15 magasins de stockage d'une capacité de 20 tonnes chacun, un entrepôt de conditionnement de 900 mètres carrés de 80 tonnes de stockage, un bloc administratif, des locaux sociaux et un local technique. Il a coûté au programme de compétitivité et de diversification agricole PCDA et à son partenaire financier, la Banque mondiale, la somme de près de 904 90 000 francs CFA. L'objectif principal de ce pôle est d'améliorer la conservation des produits périssables en vue de l'augmentation des revenus des populations et de la sécurité alimentaire. Le problème post-récolte demeure un handicap pour la valorisation de nos produits. Et c'est ainsi que les études nous ont montré qu'en mettant en place une telle infrastructure, on va pouvoir régler un certain nombre de problèmes. D'abord, la conservation. Ensuite, le conditionnement, la transformation et l'exportation vers les marchés d'autres pays. Les services offerts par ce pôle sont, entre autres, la réception, le triage, l'entreposage, le conditionnement avant expédition, le stockage, conservation et la réduction du chômage. Tous ces services sont en phase avec la vision du gouvernement et du chef de l'État. Cette infrastructure, c'est simplement une assurance. C'est une assurance contre la dépréciation prématurée des produits de tous les exploitants agricoles, notamment ceux d'échalotes et de pommes de terre. C'est une assurance donc contre les pertes de revenus. Parce que quand les produits sont détruits, c'est des pertes de revenus, c'est des manques à gagner qui sont souvent significatifs et on le déplore dans notre pays. C'est une assurance contre la pénurie des produits. Vous savez, notre pays a une vocation agricole, mais l'agriculture est essentiellement pluviale. Et la campagne est centrée sur un certain nombre de mois de l'année. Au-delà de ces mois, la conservation et donc la disponibilité des produits est difficile. Donc cette infrastructure va permettre de garder les produits le plus longtemps possible et donc de permettre aux citoyens d'avoir accès à ces produits le plus longtemps possible. Cette infrastructure s'inscrit tout à fait dans le projet du chef de l'État, qui est de faire de notre pays une puissance agricole et agro-industrielle à l'horizon 2018, d'assurer la sécurité alimentaire et d'assurer la prospérité au niveau des exploitants agricoles. Les exploitants agricoles sont les plus nombreux au Mali. Donc si ils ont des revenus en plus, c'est le pays qui en bénéficie et c'est chacun d'entre nous qui en bénéficie. Donc nous sommes vraiment sur une infrastructure qui résume à elle seule l'essentiel de ce que nous entendons faire en termes de développement agricole dans notre pays et l'essentiel de ce que nous avons commencé à faire à travers les agropoles
l'Office du Niger en tant que tel va abriter, je pense, l'un des agropoles les plus significatifs, où les producteurs, les transformateurs, le marché, le financement, tout ceci va être concentré dans un espace déterminé pour assurer la prospérité de toute cette chaîne, faire de la valeur ajoutée de nos produits et permettre à ce que ces produits soient disponibles pour le plus grand nombre. Je pense que c'est le mal qu'on peut souhaiter aujourd'hui à notre pays et nous sommes donc pleinement satisfaits d'assister à cela. Maintenant, il faut associer à cette réussite tous ceux qui ont aidé notre pays et qui continuent à le faire. La Banque mondiale, à travers le programme de compétitivité et diversification agricole PCDA, qui assiste plus de dizaines d'années le Mali dans la création de valeur, dans la production de l'agriculture, dans la transformation de l'agriculture et dans la diversification de l'agriculture. Je pense que autant de choses auxquelles nous venons d'assister aujourd'hui et qui en préfigurent d'autres. Le pôle de centralisation d'Échalote est construit à Koulambawere, une bourgade située à 3 km de la ville de Nyono. Dans les perspectives, le PCDA envisage la construction d'une unité de 3 chambres froides pour la conservation des semences de pommes de terre et la mise en place du système de gestion privée de l'infrastructure. Le processus de déconcentration et de décentralisation des services de l'État suit son cours. Ce matin, ici à Bamako, c'est la direction régionale de l'industrie et de la promotion des investissements qui inaugurait ces nouveaux locaux. 100 millions de francs CFA ont été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Fatoumata Kone est allé voir pour l'actualité. Ça y est, la cité du Mékétan a sa direction régionale de l'industrie. Bâtie sur un demi-hectare, l'infrastructure comporte une salle de réunion, des salles d'accueil et des bureaux pour administration. Située à Souban, l'infrastructure a été construite sur fonds propres à hauteur de près de 109 millions de francs CFA. Pour accompagner le développement du secteur privé et atteindre les objectifs suivisés, nous devons disposer de services techniques renforcés et compétents. C'est pourquoi la construction de la direction régionale de l'industrie de Koulikoro était plus qu'une nécessité. Cette région occupe une place de choix dans le processus de développement industriel de notre pays. Ses énormes potentialités dans les domaines miniers et agro-silvopastoral, en plus de la réalisation des infrastructures de base, constituent sans nul doute des atouts pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Selon les résultats du recensement industriel de 2010, la région de Koulikoro est la 3e région industrielle de notre pays, avec 62 unités industrielles en activité d'envergure internationale, régionale et sous-régionale. Autorités régionales et populations du Mékétan se réjouissent de l'ouverture de cette direction. Koulikoro est devenir la première région industrielle du Mali. Vu les potentialités qui existent à l'interne, nous avons aujourd'hui quelques divisions chargées de la valorisation des matières premières locales. Comme mission régalienne de l'État, nous faisons le contrôle des engagements des opérateurs économiques également dans la région. L'inauguration des locaux de la direction régionale de l'industrie de Koulikoro est le témoignage des efforts que le gouvernement du Mali a réalisés dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration des services publics. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le ministre a évoqué la relance des sociétés qui ont fait la fierté de notre pays en son temps. Il s'agit de l'ICOMA et de l'INACOM. Aussi, le leitmotiv de la rencontre fut la concurrence déloyale et la fraude. Et voilà, c'est Koulikoro qui bénéficie donc de cette infrastructure. Maintenant, à Alger, les pourparlers inclusifs intermaliens se poursuivent là-bas au sein des différents groupes thématiques de travail. L'ensemble des représentants des communautés attendues dans la capitale algérienne sont désormais présents, ce qui fait dire aux représentants du président de la République que le processus d'Alger a repris de plus belle. Pour Modibo Keïta, il faut que cette fois-ci des engagements réels soient pris avec un calendrier et des mesures de suivi et évaluation. Le représentant spécial du président de la République qui se prononce d'abord sur les échanges en cours avec la société civile. Nous vous proposons ici d'écouter Modibo Keïta interrogé à Alger par nos envoyés spéciaux Aboubakar Traoré et Yaya Konaté. Il était normal qu'au nom de la liberté d'expression, que les uns et les autres s'expriment et disent ce qu'ils ont sur le cœur. Je l'ai noté sans jamais perdre l'espoir que les Maliens, tôt ou tard, se mettront d'accord. Donc malgré les retards que nous avons enregistrés, je pense que le processus a repris de plus belle
Et je prie Dieu qu'il continue sur cette lancée. En tout cas, je suis personnellement optimiste. Bon, comme vous savez, la question est à la fois facile et difficile. Il nous faut créer un climat de confiance. Il nous faut, au courant de cette deuxième phase, que des engagements réels soient pris. Qu'un calendrier de mise en œuvre soit défini. Que des mécanismes de suivi et d'évaluation soient également définis. Tout cela en continuant à élargir le spectre, si vous voulez, non pas de la désolation, mais que l'on continue à renforcer la confiance et le rapprochement des points de vue. Voilà l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Et toute négociation a ses hauts et ses bas, mais nous pensons que toutes les discussions que nous avons eues, les discours qui ont été prononcés, sont des discours qui reflètent l'état d'esprit des uns et des autres, mais j'y vois toujours une marque positive. Alors, comme vous l'avez dit, tout cela a commencé ici par l'audition des communautés. Comment est-ce que vous jugez leur apport au débat? Quand on a souhaité que les communautés participent à ce débat-là, dans notre esprit, il ne s'agissait pas des communautés du gouvernement, il ne s'agissait pas des communautés de tel mouvement, mais il s'agit de la communauté nationale. Mais c'est en réalité celle-là qui a vécu dans sa chair et dans son esprit tous les traumatismes. Ce n'est pas seulement les communautés du Nord, mais l'ensemble des communautés. Donc j'estime que le fait d'avoir dit comment ils voient l'avenir de notre pays doit être un éclairage, un faisceau pour les négociations et pour les négociants que sont le gouvernement et les mouvements armés et pour les médiateurs eux aussi. Donc leur rapport m'a paru extrêmement important. Vous, en tant que représentant du président de la République, vous avez certainement déjà rencontré les responsables de mouvements armés au plus haut niveau. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, il y a deux sortes de rencontres. J'ai personnellement reçu une visite de courtoisie des chefs des mouvements armés pour me transmettre aussi bien leur doléance, mais leur volonté de faire la paix. Et moi-même, comme vous avez constaté ce soir, j'ai choisi de venir rendre une visite de courtoisie à l'ensemble des communautés. Et je leur ai dit que je portais un message à leur endroit, message du président de la République que j'ai l'honneur de représenter ici. Je leur ai dit que c'est vrai, il y a eu des traumatismes, les gens ont souffert dans leur esprit, dans leur chair, mais qu'il ne fallait pas continuer à porter le deuil de l'avenir. Qu'il fallait, en toute vérité, dans un langage franc, convenir des moyens les meilleurs pour que ce pays puisse retrouver la stabilité. Alors, vous avez constaté que j'ai attendu que l'ensemble des communautés regagnent à Alger pour effectuer cette visite de courtoisie. Alors, nous n'avons pas eu de débat sur les questions. Ce n'était pas mon rôle ce soir, mais c'était dans le souci de renforcer la confiance de venir leur rendre une visite de courtoisie. Et les représentants de tous les mouvements étaient là. Les représentants de toutes les communautés étaient là également. Et j'ai cru comprendre qu'elles commencent à se parler, elles commencent à discuter. Donc c'est une lueur d'espoir qu'il nous faudra exploiter. J'ai saisi cette occasion pour rendre également une visite de courtoisie aux chefs de fraction, aux chefs de tribus qui sont ici, pour leur porter également le message de paix du président et leur dire que nous nous inscrivons dans une dynamique de paix, une paix véritable. La médiation se donne 6 semaines pour boucler cette deuxième phase. Alors, au vu de ce que vous voyez, de ce que vous entendez et au vu du retard dans le démarrage des travaux, vous espérez qu'on va tenir ce délai? Bon, c'est mon espoir. Mais les négociations connaissent toujours des perturbations. L'essentiel, c'est de pouvoir en tirer parti. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser, si vous voulez, aller au découragement. J'espère que les délais seront tenus. S'ils ne l'étaient pas, dans tous les cas, il n'y a aucune rupture entre le gouvernement et les mouvements armés.
Une convention pour la majorité présidentielle, oui, désormais elle existe. Le document a été signé cet après-midi par près de 70 partis politiques. Ils font ainsi bloc derrière le président Ibeka dans son œuvre de construction nationale. Cette convention de la majorité présidentielle est présidée par Boulkassoum Aïdara du RPM, un reportage de Daouda Sidiki Diarra. À l'unisson, plus d'une soixantaine de formations politiques se sont donné la main pour soutenir les actions du président de la République. Cela s'est concrétisé ce dimanche par la signature de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle. Cette union sacrée autour de notre pays est une contribution importante pour la construction d'un Mali fort et stable. Loin d'être un confort ni un loisir, la majorité présidentielle, constituée de vous tous, fait les paris sur l'avenir de soutenir les programmes du président de la République et les actions du gouvernement. Ceci, en donnant une expression audible et un support pratique à l'ambition de changement qualitatif dans la vie du citoyen et de la nation telle qu'affichée par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. En mobilisant toutes les capacités et énergies pour le retour rapide de la paix au Nord Mali. En réhabilitant la démocratie républicaine au service de la solidarité dans le mérite. En respectant les faits majoritaires dans les partages des responsabilités, conformément à la volonté du peuple souverain du Mali. Ce document de 10 pages a été amendé par ces différents partis politiques. Il comporte un préambule, 5 chapitres et 15 articles. Les chapitres 2 parlent de l'organisation et du fonctionnement de la Convention qui sont régis par le strict respect du principe du fait majoritaire en termes d'élus à l'Assemblée nationale. La Convention est structurée en instances et en organes et a pour président Boulkassoum Aïdara du RPM. Vous venez de procéder à la signature solennelle d'un document qui n'est ni un pacte de consensus, ni un code d'éthique, et encore moins une plateforme de lutte pour des avantages matériels, mais une convention des partis politiques se reconnaissant dans les valeurs et visions qu'incarne le président Ibrahim Boubacar Keïta et qui s'engage à appliquer et à défendre un programme politique en toutes circonstances. La signature de ce parchemin qui a valeur de serment pour ne servir que le seul Mali éternel, est à votre honneur. En fait, vous avez dû braver les égos et les ambitions personnelles, consacrer le fait majoritaire pour voler au secours d'une nation traumatisée en lutte perpétuelle contre la misère, la division, l'incivisme, l'insécurité, l'injustice, l'exclusion et la barbarie dignes d'une autre époque. D'amples informations ont été données aux journalistes au cours de la conférence de presse qui a sanctionné la cérémonie. Mobiliser également l'opposition. Elle a tenu ce matin un meeting, c'était pour faire le bilan d'un an des essais du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête du Mali. Ces partis demandent, entre autres, plus de moyens pour l'armée dans sa mission de défense nationale. Et puis, ils ont émis des réserves sur les actions menées au cours des 12 mois écoulés. On fait le point avec Bourama Traoré. L'opposition malienne sonne la mobilisation. Les 3000 places du palais de la culture se sont révélées petites pour accueillir les militants venus un peu partout à travers le pays. Tous répondent ainsi à l'appel des partis de l'opposition pour un meeting consacré à un an de gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est à 10h28 que les leaders de différentes formations politiques ont fait leur entrée dans la salle Bazoumana Sissoko. À l'unisson, militants et leaders d'opposition ont entonné l'hymne national, une façon d'exprimer leur appartenance à une seule et même république, celle du Mali. Dans un magazine d'une trentaine de minutes, l'opposition dresse le bilan d'un an de gouvernance du président de la République. Sécurité, économie, école, santé et emploi, bref, tous les grands secteurs du pays ont été passés en revue. Un exercice au terme duquel l'opposition tire ses conclusions. Aujourd'hui, la confiance est étonnée. On voit comment le tissu social s'est dégradé. L'UNTM va en grève, les petits commerçants menacent d'être en grève,
le panier de la ménagère est quasiment vide. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement positif. Je crois que le bilan est globalement négatif. Ce point de vue de Soumaïla Cissé est entièrement partagé par les autres leaders de l'opposition. Tous soulignent la nécessité de placer l'intérêt du pays au-dessus de toute considération politique et de poursuivre que l'opposition ne doit en aucun cas être considérée comme l'ennemi du Mali. Elle est, dit-on, une partie intégrante et incontournable dans la construction nationale. Dans une déclaration commune, les partis signataires s'opposent à toute velléité d'autodétermination et se disent attachés au respect de l'intégrité du territoire et à la forme républicaine de l'État. Exhortons le président de la République à faire en tant qu'acteur principal la promotion de la culture des 3 piliers fondateurs de notre pays, à savoir la morale publique qui privilégie l'intérêt supérieur de l'État au détriment du profit personnel, la cohésion sociale qui développe la solidarité, l'emploi et la croissance, et enfin l'unité nationale qui garantit la paix et solidifie l'avenir. Ce meeting d'information, assure-t-on ici, est le début d'un combat politique que l'opposition entend mener jusqu'à ce que sa voix soit entendue et comprise. Le Mali, à l'instar des autres pays, commémore demain 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. La journée a été décrétée en septembre 1965. C'était à Téhéran, en Iran. C'était lors de la conférence internationale qui avait regroupé à l'époque les ministres de l'éducation des États membres de l'UNESCO. Cette année, notre pays célèbre la journée sous le thème alphabétisation, passage incontournable pour une paix durable. À l'occasion, nous écoutons la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Madame Togola Jacqueline Marie Nana, des propos recueillis par Fademba Keïta. La célébration du 8 septembre nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les résultats obtenus au titre de la campagne écoulée. Cette année, le choix du thème alphabétisation, passage incontournable pour une paix durable, brille par sa pertinence. L'alphabétisation est l'instrument privilégié pour accéder à la paix, à la tolérance et à la concorde nationale. Faut-il encore le rappeler? L'éducation non formelle en général et l'alphabétisation en particulier, à travers les programmes et approches pédagogiques, favorisent l'autonomisation et le développement des compétences garant d'un développement participatif inclusif. Unissons nos efforts pour une alphabétisation de masse et de qualité, pour l'instauration d'une paix durable, gage du développement socio-économique de notre pays et de son rayonnement culturel. Plus de 30 000 emplois créés en moins d'un an, des investissements importants dans le domaine de la création d'emplois et de la formation professionnelle et surtout des perspectives encourageantes. Tel est le tableau de l'an 1 du président de la République en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le chemin est ainsi balisé mais reste tout de même long. Toutefois, la détermination des principaux acteurs ne fait l'objet d'aucun doute. IBK, 1 an, gros plan sur l'emploi et la formation professionnelle, dossier signé à Lucien Touré. Pour les États modernes, la lutte contre le chômage et en particulier des jeunes est un excellent levier de stabilité. Au Mali, le département dédié à cette entreprise porte un nom qui lui va comme un gant. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'occupe de toutes les politiques et stratégies concourant à la création d'emplois et à son corollaire, la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est un sous-secteur du système global de l'éducation dans notre pays. Et c'est un sous-secteur très important qui est récent par rapport aux autres sous-secteurs, mais qui est appelé à jouer un grand rôle, surtout dans cette phase délicate de la stabilisation de notre pays. Nous, Direction nationale de la formation professionnelle, nous sommes un service central qui, sous l'autorité du chef du ministre en charge du département, doit définir les éléments de la politique nationale, veiller à sa mise en œuvre, à la réglementation et à son évaluation. Malgré la sortie récente de notre pays d'une situation jugée calamiteuse, des réalisations importantes ont pu être observées en termes de création d'emplois notamment. En ce qui concerne l'année 2013, nous étions à plus de 30 000 emplois qui ont été créés. Vous savez que l'objectif annuel, c'est de l'ordre de
40 000, puisque le président de la République a promis dans son projet présidentiel de créer 200 000 emplois, ce qui fait 40 000 par an. Nous avons également ouvert d'énormes chantiers qui vont nous permettre justement de procéder à la création davantage d'emplois pour les jeunes, pour les moins jeunes. Il s'agit notamment de la mise en place de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. La deuxième chose que nous avons faite et qui, sur le plan institutionnel, va faire une évolution dans le secteur de l'emploi, c'est la mise en place de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle qu'on appelle l'IFOR. Ces dispositifs sont très importants dans le cadre de la promotion de l'emploi parce que beaucoup de gens mettent l'accent sur les gens qui chôment, mais rares sont les gens qui se rendent compte qu'il y a aujourd'hui des usines, des mines, des entreprises qui ont besoin de centaines d'emplois pour lesquels on n'a aucune compétence ici et pour lesquels justement ces entreprises vont chercher la main-d'œuvre en Chine, en Inde, pour venir combler ce vide-là. Dans ce volet précis, des structures comme l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes jouent un rôle de premier plan. C'est la première fois que le budget de la pêche soit voté à hauteur de 10 milliards de CFA. Premier élément. Deuxième élément, c'est que les ressources de la pêche aujourd'hui viennent régulièrement. Ce qui nous permet de répondre aux tâches qui nous sont assignées par les autorités de la République du Mali. Sur le plan employabilité, nous partons dire simplement que cette année, nous avions pris 4500 jeunes au lieu de 3000, soit 1500 de plus. C'est une volonté politique que nous avions matérialisée. Sur le plan des arriérés, il faut reconnaître que les autorités nous ont instruit de payer tous les arriérés des jeunes qui, depuis 2009, n'étaient pas dans leurs droits en termes de financement de projets. C'est la première fois que l'APEJ utilise à 100% les ressources destinées au financement des projets de jeunes et les mettre en œuvre, ce qui a boosté quelque part l'auto-emploi des jeunes. Quant au deuxième volet de la charge du département, il constitue le préalable à l'insertion professionnelle. Cependant, diront les différents responsables, la formation professionnelle jouit d'une image négative dans notre pays, image que le département, à travers ses services centraux, travaille à corriger en valorisant davantage la formation professionnelle. Au niveau des structures de formation, c'est nous qui avons la réglementation et c'est nous qui autorisons les structures privées de formation à exercer en République du Mali dans le secteur de la formation professionnelle. Donc toute la normalisation dans ce secteur est définie par nos structures. Le gros problème, c'est la perception que la communauté a de la formation professionnelle. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand on va à l'école, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les parents et la communauté, tout le monde pense que lorsqu'on va à l'école, c'est pour travailler dans un bureau climatisé. Et cette vision, cette conception de l'éducation pour nos gens, par la population, pose énormément de problèmes. De sorte que le secteur de la formation professionnelle est considéré comme un sous-secteur de récupération des exclus. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA apporte une assistance technique et financière aux entreprises et aux opérateurs économiques. Cette année en particulier, l'accent a été mis sur les régions du Nord dont les populations se remettent à peine de la léthargie. Le FAFPA a contribué à appuyer, donc à apporter un appui financier aux entreprises, aux organisations professionnelles à travers le financement de 744 actions de formation au profit de 9888 agents. Et cela nous a coûté une bagatelle de 2 120 649 francs CFA. Ces actions de formation ont porté essentiellement, si vous me le permettez, donc ont porté sur les BTP, les mines, les services, le secteur de l'artisanat, le secteur du monde rural et les services. Le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi est chargé de l'opérationnalisation de la politique nationale de la formation professionnelle.
Bien qu'encore à ses débuts, il s'annonce comme un élément important du dispositif. C'est un programme qui a 4 objectifs spécifiques appelés des objectifs citoyens, c'est-à-dire ce que le programme va offrir à la société. Le premier objectif spécifique, c'est assurer les compétences professionnelles de base. Le deuxième objectif, c'est renforcer les compétences des actifs des secteurs productifs. Donc il s'agit là de la formation tout au long de la vie ou la formation continue. Et le troisième objectif, c'est favoriser l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes qui seront issus donc des structures de formation. Et le quatrième objectif spécifique, c'est améliorer l'image de la formation professionnelle. Autre nouvelle création, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. La mission principale, c'est vraiment faire des études et la recherche sur le marché de l'emploi afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées. Et l'Institut national de l'ingénierie de la formation professionnelle. L'UNIFORP a pratiquement 3 missions. Une mission de recherche, une mission d'appui conseil, une mission de développement de l'expertise en ingénierie de formation professionnelle. À cet effet, l'UNIFORP doit participer à l'élaboration des référentiels de formation professionnelle et appuyer aussi l'implantation de ces référentiels dans nos organismes ou dans nos écoles de formation professionnelle. Nous devons en outre développer des outils et des moyens pédagogiques nécessaires à la facilitation de l'implantation de ces référentiels. À ces structures, il faut ajouter l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE et la Direction nationale de l'emploi. Comme on le voit, l'an 1 du président Ibeka a connu des réalisations importantes en termes de création d'emplois et de formation professionnelle. Mais les perspectives sont encore plus promoteuses au regard du démarrage des activités de ces nouvelles structures et du rôle qu'elles seront appelées à jouer dans l'atteinte des objectifs fixés. Koulikoro, après l'euphorie de l'éclairage, peut-être la grisaille des ténèbres si rien n'est fait contre les malfrats qui ont commencé à enlever les batteries des lampadaires. Le projet d'appui au secteur de l'énergie PAZ en avait installé dans la ville 250 sur certaines artères de la ville un dispositif d'éclairage public qui avait coûté 207 millions de francs CFA au gouvernement du Mali et à son partenaire, la Banque mondiale. Aujourd'hui, la population s'inquiète face à ces actes de vandalisme. Notre correspondant à Koulikoro, Brema Kone, a fait un tour constant. Les plus hautes autorités du Mali ont initié le projet d'appui au secteur de l'énergie PAZ. La ville de Koulikoro a bénéficié d'un volet important de ce projet qu'est l'implantation de 250 lampadaires dans les localités non éclairées de la ville. La ville s'est embellie davantage et vraiment la population est très enthousiaste. On ne peut vraiment que saluer tout l'effort que le gouvernement fait pour vraiment nos villes moyennes. Il y a quelques années, on n'avait qu'une ou deux rues qui étaient électrifiées à Koulikoro. Et je crois que vous le savez vous-même, le banditisme vraiment avait atteint un certain seuil très grave. On a remarqué qu'au niveau national, la servitude de la société énergie du Mali est très faible, surtout en milieu rural. L'important, c'est lampadaire, c'est pour l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie. Ces lampadaires sont constitués d'un support métallique de 6 mètres, une batterie de 12 volts et 150 ampères, un panneau de 100 watts crête. Nous sommes entre les quartiers Kolebougou et Souban. Cette voie était perçue comme étant une zone de prédilection des malfrats de tout Akabi avant l'installation des lampadaires, mais aujourd'hui, grâce à la lumière, certains font du sport au bord du goudron. Les motocyclistes circulent sans crainte. Les vendeuses ont connu une amélioration en termes de recettes et de sécurité.
C'était l'obscurité, c'était l'insécurité. Mais maintenant, on a vu qu'il y a l'installation des panneaux solaires. Ça n'a fait qu'améliorer la ville. Et puis, ça nous fait vraiment plaisir de voir des situations comme ça à Koulikoro. Malgré qu'il y a certaines parties qui a de l'obscurité, mais on sent quand même qu'il y a de l'amélioration. Si ça peut continuer comme ça, ça allait être très bien pour la ville. Je suis content. Par rapport à l'éclairage là, je salue fortement le ministre de l'énergie. Bon, il y a un conseil aussi que j'ai dit, il faut être vigilant. S'il y a des individus mal intentionnés qui viennent voler ces batteries et ces panneaux-là. L'importance de ces lampadaires est inestimable selon bon nombre de citoyens surpris de voir voler une batterie au Komananako après une première tentative échouée à Kayou. L'énergie, même dans le plus petit village, ce n'est pas un luxe, et c'est un besoin. Et chaque fois qu'il y a un besoin, il ressort de la compétence de l'État de satisfaire ses besoins. La citoyenneté, c'est ceci que l'État fait, et les citoyens, ceux qui se disent citoyens, doivent aller à la rencontre de l'État pour sécuriser ces panneaux. Et vous savez, il y a une centaine de panneaux. Bon, on ne peut pas mettre derrière chaque panneau un gendarme. Et il se trouve que derrière chaque panneau, il y a un citoyen qui est là pour y veiller. Donc si l'un dans l'autre, les habitants pour lesquels ces panneaux ont été installés se mettaient un temps soit peu à surveiller les alentours du panneau, ils peuvent toujours repérer les malfrats qui sont en train de voler. C'est des mauvais citoyens, ce n'est même pas des citoyens. La dotation du commissariat de police de Koulikoro d'un véhicule d'intervention devra beaucoup contribuer à pallier les cas de vol. Qu'à cela ne tienne, la police déploie de gros efforts pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les 250 lampadaires de Koulikoro ont coûté environ 207 millions au gouvernement malien et à la Banque mondiale. Compte tenu de l'investissement et l'importance de l'éclairage public, la protection de chacun de ces dispositifs est un acte de bon citoyen. La culture et le sport dans un instant, mais avant cette page noire avec la presse malienne qui est en deuil, notre confrère Mohamed Souda Yatara, affectueusement appelé Yat, nous a quittés hier. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain avec Alpha Maïka. Il était une fois une nouvelle mariée qui refusa d'aller chez son mari. Elle serait transformée avec tout son cortège de mariage en colline. Et ce monument naturel appelé Mousso Banekoulou marque encore la mémoire collective dans la contrée du Fladougou, dans le cercle de Kita. Le Mousso Banekoulou qui se trouve dans la commune rurale de Kassoro, village de Tibissa, hameau de Mousso Bané. Notre équipe de reportage conduite par Chakouma Sangaré est allée à la rencontre de cette histoire émouvante. C'est le sujet de la page culture de la semaine. Les faits du mythe remontent de loin et les versions divergent. Une première version nous apprend que la mariée était destinée au fils de l'intime ami à son père. En route, elle s'est transformée en colline pour éviter ce mariage qu'elle n'aimait pas. Donc, lorsque la femme a refusé de rejoindre son foyer conjugal, comme les parents ont donné leur voix au marié, à la famille, donc ils sont obligés d'amener la fille de force chez son mari. Ceux qui l'accompagnaient étaient obligés maintenant de prendre la dame de force. Arrivé à ces limites, la femme s'est transformée en colline avec tous ceux qui l'accompagnaient. Nous nous sommes rendus au village le plus proche du site, qui porte d'ailleurs le nom du monument naturel, Mousso Bané. Ici, une deuxième version nous révèle plutôt que c'est un piège de la marâtre de la jeune dame qui l'a conduite dans une situation délicate. Une honte
monumentale. Sa marate lui dit qu'une fois arrivée à cet endroit, elle doit s'asseoir sur le guérilla sénégalensis, l'arbis appelé Goundja, sans le casser. Ensuite, c'est soulager là-dessus avant de continuer le chemin. Ma fille, c'est le secret de la réussite de ton mariage, dira la marate mal intentionnée. La jeune mariée fait ainsi, mais au moment de se lever, l'arbis très flexible projeta des selles sur la tenue de la mariée. La crainte d'être la rusée de la belle famille en se présentant avec des vêtements sués a conduit la jeune mariée à s'arrêter à mi-chemin. Ainsi, la mariée refuse de partir chez son mari. Selon la première version, parce qu'elle n'aimait pas l'époux choisi par ses parents. Selon la deuxième, parce qu'elle avait honte d'aller avec sa tenue tachetée dans sa belle famille. De ce refus est né le nom Mousso Bané, qui signifie littéralement Mousso, la femme, et Bané, la révoltée. Alors, pour éviter l'échec du mariage, synonyme de honte pour toutes les parties, les accompagnateurs portent la mariée sur leur tête pour l'amener de force. C'est en ce moment, comme et trousseaux de mariage ont été systématiquement transformés en collines à cet endroit précis. La tête, c'est vers là, la tête de la mariée. Ce qui est au centre là, ça c'est le corps. Et de l'autre côté maintenant, ça c'est la jambe et ce qui l'emporte. Ici, on appelle ça le tchelou. C'est une sorte de fil tissé qui nous permettait autrefois avec nos parents de mettre tout ce que la femme avait besoin. Et l'autre côté aussi, c'est une partie de ses avoirs. Donc maintenant, ce qui se trouve en bas là, ça c'est les charges et ça c'est les humains qui portaient ces charges-là. Dans le trousseau de mariage de Mousso Bané, il y avait l'aubergine locale ou Ngoyo et le pois de terre ou Teganunkuru qui poussent encore autour du monument pendant la saison des pluies. Comment s'appelait la mariée? D'où venait-elle et où allait-elle? Ces questions restent sans réponse précise. Toutefois, selon les témoignages, le Mousso Bané parlait. Cela nous édifie un peu sur sa provenance. Lorsqu'on passait, on disait bonjour Mousso Bané. Elle répondait aussi l'amiablement. La colline du Mousso Bané disait Gaïa, Mousso de Sebagaye. Autrement dit, c'est la femme qui a le pouvoir. C'était sa réponse aux salutations des passants. Cette expression provient de la zone de Brigo. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la mariée a quitté Brigo. Le Mousso Bané est un patrimoine naturel qui se dégrade considérablement, victime de l'érosion et des mauvaises pratiques des populations environnantes. Cela parce que son existence semble être ignorée en dehors du Fladougou. Selon nos sources, aucune autorité n'a visité ce monument depuis qu'il existe. Ce lieu, comme beaucoup d'autres dans la localité, peut à coup sûr constituer une attraction touristique au profit des populations locales et du Mali tout entier. Voilà, l'an 1 de IBK au pouvoir, vous suivrez donc l'entretien du président de la République ce soir en Bamanakan, tout à l'heure après ce journal à 21h. Elle était encore au rendez-vous cet après-midi à Bamako. Nous voulons parler de la pluie, sauf qu'elle était moins forte qu'hier samedi, et ce qui a permis d'ailleurs au match Mali-Malawi de se jouer après le report d'hier. Une rencontre comptante pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015, les Aigles du Mali qui commandent donc la campagne sur le chapeau de roue en battant cet après-midi les Flames du Malawi 2-0. Cette victoire place le Mali à la tête du groupe B avant son voyage sur Blida pour défier l'Algérie mercredi prochain. Le résumé de la rencontre Mali-Malawi avec Selagatou Sissé. De retour sur le devant de l'actualité, les Aigles du Mali, version Harry Kasperzak, entament celle des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Et le premier rendez-vous commence avec la réception des Flames du Malawi. Malgré la pluie, les supporters sont venus en masse pour donner de la voix. Les Aigles du Mali ont pratiquement privé les visiteurs de ballon sans pour autant concrétiser.
mi-temps 0-0. L'heure de la délivrance arrive à la 53e minute. Les Maliens sont là dans la surface de réparation, peut-être pour l'utiliser. Ouverture du score du gaucher de Wolverhampton. Bakary Sako, enfin. 1-0. Mamadou Samassa est expulsé à la 63e minute. Le gardien des Aigles du Mali a touché le ballon de la main hors des 16 mètres. Les hommes de Henri Kasperzak, motivés à l'idée de conserver le résultat, ajoutent un deuxième but dans le temps additionnel par Cheikh Tidiane Diabaté. L'attaquant des Aigles saute plus haut que le gardien malawite. Victoire poussive des Aigles du Mali, 2-0. Il libère tout le monde finalement. Cheikh Tidiane Diabaté finalement qui libère tout le monde ici au stade du 26 mars avec ce but de la tête. Bakary Sako, il a bien vu démarquer. Les McDonald's Arawa ne peut que constater les dégâts. Enfin. À l'encadrement technique d'analyser tous les paramètres de ce Mali-Malawi avant le déplacement sur Blida pour affronter ce mercredi l'Algérie, vainqueur de l'Éthiopie à Addis Abeba, 2-1. Le classement du groupe B est le suivant après la première journée. Premier Mali, 3 points plus 2. Deuxième Algérie, 3 points plus 1. Troisième Éthiopie, 0 points moins 1. Quatrième Malawi, 0 points moins 2. Bravo donc aux Aigles et merci aux supporters de sortir très massivement malgré la pluie cet après-midi. Et on va dire, allez les Aigles, voler plus haut, plus vite, plus fort. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. D'autres rendez-vous d'infos sur l'ORTM demain lundi, 10h-13h, Kadidiatou, Koné, 18h, 20h à Ouitouré. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et une très bonne semaine. Bonne nuit.